Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce lundi à Kherson, ville libérée après 8 mois d'occupation russe. Joe Biden et Xi Jinping évoquent leurs différends et s'engagent à éviter toute confrontation. De son côté, l'Union européenne renouvelle son aide pour lutter contre la crise mondiale alimentaire. Londres et Paris ont signé un accord ce lundi pour endiguer les traversées clandestines alors que plus de 40 000 migrants ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni depuis la France cette année. Main sur le cœur, Volodymyr Zelensky a entonné l'hymne national ce lundi à Kherson, récemment libéré après 8 mois d'occupation russe. Le président ukrainien a profité de cette visite loin de la capitale Kiev pour remercier et décorer les militaires ukrainiens qui ont permis la libération de cette capitale régionale, infligeant de facto un revers politique et militaire majeur à Moscou qui avait annexé cette région à l'issue d'un référendum fantoche. Dans la ville, des habitants soulagés commencent à livrer des témoignages de l'occupation russe. Ils dénoncent notamment les pillages. Cette femme explique que les Russes ont tout pris dans les hôtels, dans les magasins. Ils ont occupé des restaurants et ont emporté tout le matériel. Cette Ukrainienne loue l'esprit de résistance de la population face à des Russes qui, dit-elle, n'étaient pas les bienvenus. Ils pensaient être accueillis en libérateurs, dit-elle, mais ils étaient détestés de toutes parts. Les habitants de Kherson ont en revanche réservé un accueil triomphal aux militaires ukrainiens. Beaucoup redoutent que des Russes se cachent encore parmi la population. L'autre inquiétude concerne l'accès à l'eau et l'électricité, alors que de nombreuses infrastructures essentielles ont été détruites. La principale suspecte de l'attentat à la bombe qui a fait au moins 6 morts ce dimanche à Istanbul a été arrêtée. Selon la police turque qui a procédé à d'autres arrestations, cette jeune Syrienne affirme avoir agi sur ordre du PKK. En lutte armée contre Ankara depuis près de 40 ans, le Parti des travailleurs du Kurdistan a pour sa part démenti tout lien avec l'attaque. Également accusés par la Turquie, les Kurdes syriens ont eux aussi nié toute implication. Ce lundi, le maire d'Istanbul s'est rendu sur les lieux de l'attentat. Nous allons prendre nos responsabilités et tout faire pour qu'Istanbul soit à l'avenir plus sûr pour nos habitants et pour les touristes, a-t-il déclaré. Et personne ne doit douter que nous y parviendrons. Parmi les victimes de l'attentat commis sur l'artère commerçante d'Istiklal figure une fille de 9 ans tuée avec son père et une adolescente de 15 ans morte avec sa mère. C'est une poignée de main aux allures de bras de fer entre les dirigeants des deux superpuissances mondiales. Les présidents chinois et américains se sont rencontrés à Bali ce lundi, quelques heures avant le début du G20 pour évoquer des questions internationales comme l'Ukraine, la Corée du Nord ou le nucléaire. Selon Xi Jinping, le monde est assez grand pour que les deux pays puissent prospérer, mais le dirigeant chinois a mis en garde Washington sur la question de Taïwan, considérée comme une ligne rouge. De manière générale, dans sa relation avec Pékin, Joe Biden a assuré ne pas vouloir de confrontation brutale. Notre concurrence sera vigoureuse, mais je ne cherche pas le conflit. Je cherche à gérer cette concurrence de manière responsable et je veux m'assurer que chaque pays respecte les règles. Nous avons discuté du fait que notre politique d'une seule Chine n'a pas changé. Nous nous opposons à tout changement unilatéral du statu quo par l'une ou l'autre des parties et nous nous engageons à maintenir la paix et la stabilité du détroit de Taïwan. Ce lundi, l'Union européenne a annoncé allouer une aide supplémentaire de 210 millions d'euros dans le cadre de la crise alimentaire mondiale provoquée notamment par le changement climatique. Alors que la COP27 se tient en parallèle en Égypte, le secrétaire général de l'ONU a abordé le sujet. Il est évident que nous avons besoin d'une nouvelle approche. C'est pourquoi je propose un pacte historique entre les économies développées et émergentes. Un pacte de solidarité climatique qui combine les capacités des ressources des économies développées et émergentes pour le bénéfice de tous. Ce G20 se déroule en l'absence de Vladimir Poutine, représenté par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. L'Ukraine devrait être au cœur de la plupart des discussions. Londres et Paris renforcent leur coopération pour endiguer les traversées de migrants sur la Manche.
Un accord a été signé ce lundi par les ministres de l'Intérieur des deux pays. Principale mesure, le Royaume-Uni va verser une enveloppe de 72 millions d'euros à la France qui, en contrepartie, s'engage à augmenter de 40% ses patrouilles sur les plages d'où partent les migrants à destination des côtes britanniques. Autre mesure inédite, saluée par la ministre britannique de l'Intérieur, des équipes d'observateurs de chaque pays vont être déployées de part et d'autre de la Manche. Cela signifie, dit-elle, que des officiers britanniques vont travailler sur le sol français avec des officiers locaux pour intercepter les migrants illégaux lorsqu'ils tentent de quitter la France. Pour l'ONG Care for Calais qui vient en aide aux réfugiés, le renforcement de la sécurité n'est pas la solution. L'association exhorte Londres à améliorer son système de traitement des demandes d'asile. À chaque fois qu'il y a un renforcement de la sécurité, nous constatons que les gens prennent de plus en plus de risques et qu'il y a des morts. Je crois qu'il faut permettre aux migrants une traversée sûre, leur donner des moyens d'effectuer leur demande d'asile et ainsi sauver des vies. Nous savons qu'il y a un grand nombre de réfugiés à Calais. Nous devons faire quelque chose pour les aider et non pas nous concentrer sur la sécurité qui ne fonctionnera pas et n'aidera personne. 40 000 migrants ont déjà traversé la Manche cette année selon le gouvernement britannique. Par ailleurs, depuis 2014, 200 personnes ont péri ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Angleterre depuis le littoral français. Ils ne veulent plus gérer à eux seuls les arrivées de migrants en Méditerranée. L'Italie, la Grèce, Chypre et Malte demandent à la Commission européenne de revoir le règlement Dublin adopté en 2013, selon lequel les migrants doivent être gérés dans leur pays d'arrivée. L'Union européenne a instauré au mois de juin un mécanisme volontaire de solidarité qui devait permettre la relocalisation de 10 000 arrivants dans d'autres pays. Mais ce dispositif est trop lent et le chiffre de 10 000 relocalisations n'a pas été atteint selon ces 4 pays qui plaident pour des transferts obligatoires vers d'autres États membres. Les migrants accostent régulièrement à bord de navires d'ONG battant pavillon français, norvégien ou allemand. L'Italie, la Grèce, Chypre et Malte demandent donc que ces États prennent en charge les migrants. Depuis plusieurs années, des petits pays méditerranéens en première ligne réclament de l'aide sur la question migratoire. L'arrivée au pouvoir en Italie, 3e économie européenne d'un gouvernement d'extrême droite, donne du poids à leurs revendications. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, qui se sont divisés sur le sort du navire Ocean Viking ces derniers jours, devraient se croiser lors du G20 à Bali. Un sommet des ministres de l'Intérieur de l'UE doit également avoir lieu d'ici la fin du mois de novembre. Notre planète a atteint, selon les estimations, le cap des 8 milliards d'habitants. Une augmentation de la population qui n'est pas prête de s'arrêter. L'immense majorité des êtres humains vit en Asie. L'Europe ne représente que 10% de la population mondiale, 17% pour l'Afrique. Et comme chacun le sait, l'homme a un impact sur son environnement. Les 10% les plus riches en termes de richesse nette sont responsables d'environ 50% des émissions de gaz à effet de serre et ils ne représentent que 770 millions de personnes dans le monde, explique Raya Moutarak, professeur spécialisé dans les questions de démographie. Les 50% du bas de l'échelle, qui représentent environ 4 milliards de personnes dans le monde, n'émettent que 12% des gaz à effet de serre, souligne-t-elle. Mécaniquement, l'augmentation de la population devrait conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Selon les estimations, le monde pourrait compter entre 9 et 12 milliards d'humains à l'horizon 2100. Mais l'impact environnemental dépend surtout des comportements et des mesures prises par les États, certains faisant mieux que d'autres. Cette carte montre les émissions de gaz à effet de serre par habitant dans chaque pays, et les États les plus peuplés ne sont pas forcément les plus mauvais élèves. L'humanité est capable de s'adapter à certains bouleversements pour fournir de la nourriture, des abris et de l'énergie aux populations en détresse. Mais la question de l'égal accès aux ressources se pose. Les pays les moins développés sont souvent ceux qui manquent de ressources et qui sont aussi les plus touchés par le changement climatique. Avec des moyens financiers modestes, leur capacité à faire face aux catastrophes est limitée. D'après le GIEC, environ 3% de la population mondiale sera déplacée en raison du changement climatique d'ici 2050. Les migrations forcées à grande échelle pourraient fortement compromettre les efforts déployés en faveur du développement. Et ce, même si le monde parvenait à maintenir la hausse moyenne des températures en dessous des 2 degrés, comme convenu par l'accord de Paris. Et les scientifiques préviennent que des scénarios extrêmes avec des températures dépassant les plus 4 degrés de moyenne ne sont pas à exclure.